Donc bonjour Jean-Laurent Del Socorro. Tu es auteur donc de plusieurs romans historiques et fantasy, donc qui mêlent en effet à la fois des personnages dans une période historique et en même temps qui a une touche justement de fantasy, de fantastique. Donc aux éditions Actu SF. Alors on tenait à te remercier d'avoir accepté l'invitation des médiathèques Quimper-Bretagne occidentale. Alors comment vas-tu ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et en grande forme après une première rencontre, un premier contact avec Quimper hier avec les scolaires, qui m'ont bien boosté pour la rencontre d'aujourd'hui. Ah, formidable. Alors, je tenais à te demander finalement de te présenter pour les spectateurs ou les lecteurs qui ne te connaissent pas encore. Pour faire très court, donc moi je suis maintenant auteur à temps plein dans l'imaginaire, c'est-à-dire auteur de fantasy historique, ou plutôt d'historique fantasy, mais on reviendra dessus, parce que voilà, je suis d'abord auteur d'historique avec une part de fantastique. Et mon parcours, hein, pour faire très court aussi, moi je ne suis pas d'une formation littéraire, je suis ingénieur agricole à la base, j'ai travaillé, alors je suis aussi titulaire du conservatoire du théâtre, j'ai été un peu dans le milieu des arts, j'étais administrateur pendant presque 12 ans de structures culturelles, compagnie de théâtre, de salles, j'ai été éditeur au sein des éditions Actu SF pendant 5 ans, et je suis toujours ce qu'on appelle éditeur extérieur pour eux, et auteur à temps plein depuis 1 an, voilà. D'accord, très bien. Eh bien, je vais me présenter moi aussi. Donc, je suis Florence Desclos. Donc, moi, je suis enseignante depuis 2015 en histoire-géographie et j'enseigne dans 2 collèges de Quimper, donc auprès d'élèves de 4e et de 3e, donc sur des programmes, en effet, je pense, qui vont te parler, puisque pour la 4e, on aborde donc le 18e siècle et le 19e siècle, et pour la 3e, évidemment, le 20e siècle et le début de notre 21e siècle. Voilà, et pour moi, l'écriture, c'est depuis longtemps, puisque je m'exerce à mes romans, et je me suis lancée, et j'ai donc publié mon premier roman au mois de juin dernier, donc Merveilleuse Chimère, qui est un roman, un polar fantastique steampunk. Voilà. Donc un 19e siècle, imaginaire, donc aussi bien entendu les périodes historiques me parlent. Et ça va être justement le sujet de notre échange aujourd'hui, c'est par rapport à l'histoire. Voilà. Alors déjà, je pense qu'on peut faire un point sur cette année 2020 qui a été particulière pour tout le monde, aussi bien pour les auteurs, les maisons d'édition, les librairies, mais aussi évidemment pour l'ensemble de la population française et mondiale. Là, on a affaire, je pense, à un événement historique majeur qui devrait être marqué dans les livres, dans les manuels d'histoire à terme. Donc, comment est-ce que tu as vécu cette année 2020 ? Voilà, comment est-ce que tu as vécu cette année 2020 ? Alors, c'est assez intéressant parce que c'était pour moi l'année de la décision et de la transition, puisque juste quelques mois avant l'annonce du premier confinement, j'avais décidé d'arrêter mon activité salariée au sein des éditions ActuSF, mais voilà, même si je reste encore une fois en relation, ne serait-ce que par un travail éditorial indépendant. En fait, le Covid a marqué en fait de façon plus que symbolique cette transition, puisque au début du premier confinement, j'étais encore chez ActuSF. En plein milieu, j'ai arrêté pour passer auteur. Donc en fait, le premier confinement, a marqué vraiment un peu, ça a été un peu la chrysalide qui a marqué mon passage de la fin de ma période salariée au passage à mon métier d'auteur. Donc il y a une symbolique qui est tombée là, en sachant que c'était finalement, entre guillemets, pour moi, c'était pas si mal tombé, parce que même si j'avais une sortie sur cette année-là, heureusement, comparé à d'autres confrères, malheureusement, qui n'ont pas eu Oui. cette chance, j'avais pas non plus un enjeu trop fort éditorial, heureusement. Et c'est vrai que pour d'autres, c'était un peu plus compliqué. Notamment, je pense à toi, où effectivement, il y avait ton premier livre qui sortait à ce moment-là. Tout à fait. C'est vrai que ça a été vraiment une année d'équilibriste où finalement Merveilleuse Chimère est sorti au mois de juin, ce qui a été finalement une chance pour ce premier roman puisque c'était une période de déconfinement et
Donc une espèce de d'appel d'air et de retour en fait du public avec des librairies ouvertes, etc. Et ça a été sa chance, et des salons littéraires aussi qui ont pu être ouverts. Donc ça a été sa chance, et c'est vrai, j'ai pensé aux autres auteurs qui ont pu avoir plus de difficultés, mais on va en sortir. Voilà. Et puis je pense que y a un réel besoin justement aujourd'hui de livres, de littérature, d'imaginaire, et de pouvoir prêter justement nos univers à des lecteurs, mais aussi à des spectateurs. Je pense aux séries télévisées ou encore au cinéma qui a fêté les Césars hier et sans public. Donc il y a vraiment ce besoin encore indispensable de pouvoir prêter nos imaginaires. Donc on a encore du travail. Voilà. Tout à fait. Alors du coup, je voulais aussi aborder cette question du choix de à la fois faire une littérature adulte, mais aussi une littérature jeunesse. Alors comment est-ce que tu procèdes? C'est-à-dire, est-ce que finalement c'est assez naturel, ou alors est-ce que tu changes un petit peu un peu d'angle en disant bon, maintenant je m'adresse aux enfants, il va falloir que je modifie quelques petites choses, ou alors voilà. Alors, c'est une question extrêmement intéressante et qui percute chaque autrice et auteur, en fait, qui passe d'un domaine à l'autre. Donc moi, quand j'écris Royaume de vent et de colère, je suis Victor H. Boudicca, je suis ouvertement dans la littérature adulte. Et le choix de passer en littérature jeunesse, c'est vraiment une démarche volontaire. C'est pas là où je vais en premier. Et j'ai la chance, pour ma première série, donc, qui s'appelle Les Chevaliers de la Raclette, parce que ça s'inscrit en Savoie, là où j'habite, oui. En fait. Élément important, d'avoir une série qui est partagée, c'est-à-dire un tome sur 2 est écrit par mois. Un tome sur 2 est écrit avec Nadia Kos, qui est une autrice lyonnaise, qui elle est une autrice jeunesse, qui a pu me faire partager son expérience. D'accord. Et ce qui m'a permis, quand je m'interrogeais de comment se positionner, je lui ai posé la question, et effectivement, très vite, ce qu'il en est sorti, c'est que non, ça ne change pas la façon. Il n'y a pas une littérature, une écriture pour la jeunesse, plus exactement, une écriture qui est sensiblement la même. On peut réfléchir peut-être sur, et encore, sur des choix de mots ou des choses comme ça, suivant peut-être des types des tranches d'âge, et encore, ça peut être accompagné par des notes de bas de page ou des choses comme ça. Ce qui change fondamentalement, c'est comment on aborde la thématique. On peut parler d'absolument tout, mais on n'aborde pas, par exemple, comme la notion de la mort, qui est évoquée dans le tome 4 là, des Chevaliers de la Raclette, justement, qui sort ces jours-ci. De la même façon avec un enfant, pour un enfant, du point de vue d'un enfant, que pour un adulte. Un adulte a déjà un passé, a certainement rencontré des exemples de décès autour de lui, proches ou plus ou moins proches. Quand c'est pour un enfant, surtout relativement jeune, c'est souvent une première expérience. Donc, comment on partage ça à l'écrit? C'est ça, en fait, c'est comment je me mets à la hauteur d'un enfant pour partager ça avec lui, et d'un enfant qui est contemporain. Donc ça, c'est compliqué aussi, parce qu'on a souvent le décalage de notre propre enfance. Or, le public, il a un peu changé depuis ma propre adolescence. Donc voilà, c'est cette difficulté-là, mais qui fondamentalement change la hauteur de caméra, au sens premier du terme, mais qui ne change pas du tout l'image ou la narration en elle-même. Voilà. Mais nous, on a justement aussi cette même question qui se pose dans l'enseignement. Par exemple, en effet, en histoire, qu'on ne peut pas aborder les choses tout à fait de la même manière avec un élève de 6e. Donc, on est sur un jeune qui va avoir 11 ans environ. Certains en ont 10 en début d'année, puis 12, et avec un jeune de 3e ou en fin d'année qui, lui, va avoir en effet 15 ans. Et c'est toujours cette question en fait, de trouver la mesure, de voir comment est-ce qu'on aborde les choses tout en marquant les esprits, mais sans choquer. Et c'est vrai qu'au collège, on peut commencer à aborder aussi ces questions par la réflexion, par l'esprit critique, développer leur esprit critique. Et je dois dire que c'est vrai que le public enfant, à part mon fils, est un public finalement que je connais assez peu. Donc c'est pour ça que je pose cette question. Et globalement, la question qu'on peut ouvrir à partir de ça, c'est qu'est-ce que je veux transmettre dans mon ouvrage et comment je le transmets au mieux au public auquel je veux le transmettre, qu'il soit adulte ou enfant. C'est-à-dire, à un moment, je veux partager quelque chose.
si j'estime que mon roman, effectivement, est une forme de dialogue, alors dissymétrique, parce que voilà, mais c'est une forme de dialogue, comment je dialogue au mieux avec mes lectrices et mes lecteurs. Donc ça s'applique effectivement de façon on va dire plus intuitive quand on se pose la question d'un public plus jeune, mais ça se pose aussi sur la question du public adulte. Oui, bien sûr. Maintenant, j'avais envie d'aborder la question en fait, du protocole d'écriture. Est-ce que tu as un protocole d'écriture ou est-ce que ce protocole d'écriture a évolué? Et est-ce qu'il change en fonction des romans que tu as que tu as réalisés ou que tu vas réaliser? Peut-être que tu en as une idée par la suite. Donc, oui, j'ai un protocole d'écriture qui a évolué depuis mes premiers ouvrages et qui s'adapte au fur et à mesure. Pour faire très court, parce que c'est souvent une thématique qui est citée, on dit qu'il y a des auteurs qui sont dits architectes, qui sont très attachés à un plan détaillé. Et d'un autre côté, vous avez les auteurs dits jardiniers qui écrivent au fil de la page. Ils se mettent devant une page ou un clavier et écrivent. Sans plan, avec une certaine spontanéité. Bien sûr, ce sont les deux extrêmes. Et au milieu, vous avez la réglette que vous réglez en fonction de votre sensibilité. Un peu de plan, pas beaucoup de plan, ainsi de suite. Donc on est Moi, soit je suis côté ouvertement... cours, soit côté jardin. Exactement. Comme au théâtre. On est vraiment... D'accord. Autour de ça, moi, je suis vraiment un jardinier. C'est-à-dire que mon premier roman, je l'ai écrit sans aucun plan. Donc, j'écris sans plan. J'écris pas de façon linéaire. Je n'attaque pas au chapitre 1 pour aller à la fin. Et après, je fais ce qu'on appelle... Alors moi, je dis souvent, j'ai une approche de clipper, un peu comme au cinéma, ou de réalisateur. Je monte mon bouquin à la fin. C'est-à-dire, j'ai plein de parties. À un moment, je sors la cohérence globale, parce que globalement, je vois à peu près où je vais. Et je coupe, je remonte, je complète. Et je me retrouve avec un livre final, en sachant que le moteur du livre, au départ, c'est l'idée, donc la thématique que j'aborde, et la fin. Si j'ai la fin et l'idée, le livre est bien parti pour partir. Deuxièmement, ce qui fait, alors c'est pas ma particularité, mais c'est vrai que je m'inscris dans un courant où je me regroupe des gens autour pour lire. Alors on les appelle bêta lecteurs, ça c'est pour la partie avis direct du premier manuscrit. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant le travail d'édition avec l'éditeur. Et moi j'ai des spécialistes qui regardent notamment l'aspect historique, pour me dire si je me suis pas mis des énormes bourdes ou pas, et qui valident tout ou partie du texte d'un point de vue beaucoup plus technique, là, très précis, sur un domaine technique. Voilà. Et qu'est-ce qui a évolué? Il y a deux choses qui ont évolué par rapport à ça. C'est que pour certaines choses, je me suis mis à faire un plan, notamment le jeunesse. Pourquoi? Parce que la contrainte de taille est beaucoup plus importante, notamment sur le volume. C'est très court. Donc, comment organiser un récit très court? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que même pour les romans adultes, je commence à avoir une écriture linéaire, d'attaquer du début à la fin, même quand j'improvise sans plan. Et enfin, dans mes spécialistes sont apparus, dans mes derniers romans, des lectrices et des lecteurs en sensibilité, c'est-à-dire au-delà de l'aspect purement technique historique, quand j'aborde des thématiques comme par exemple les personnages musulmans de mon prochain roman du roi Shrey l'assassin, d'avoir des gens qui sont des gens spécialistes du monde et de la culture musulmane et de la religion, parce que moi j'en suis pas issu, et qui me disent voilà, est-ce que mon approche, mon regard n'est pas stéréotypique, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Très bien. Oui, ok. En fait, j'avais plein de questions qui venaient en même temps parce que justement, ça me parle énormément au niveau aussi bien de la construction. Bon, moi, c'est vrai que je reste pas mal, enfin finalement, je fais ce qu'ils m'ont appris puisque je suis historienne. Donc forcément, je vais être très portée sur ce fameux plan en 3 parties. Donc je bassine mes élèves. Et en même temps, avec la chronologie. Et finalement, pour pouvoir, à la fin, la briser, pour pouvoir... en effet, faire ce montage comme au cinéma, finalement, qui me prend toujours beaucoup, beaucoup de temps. Mais donc oui, là-dessus, c'est vraiment une construction à la fois très personnelle et on se rend compte qu'on a chacun notre méthode et aussi c'est une méthode qui, je trouve, est en lien avec... nos manières de penser et aussi comment on a été en fait formaté par rapport à nos études ou par rapport à l'école. Et après, on détruit tout ça pour faire autre chose. Tu as complètement raison.
Et la difficulté, c'est peut-être un élément important, c'est quand tu parles de déconstruction. C'est-à-dire, on a spontanément, j'ai pas eu une formation d'auteur, même si je me suis formé par la suite via des masterclass ou des choses comme ça, j'ai pas de formation d'auteur. Enfin, voilà, notamment ceux qui commencent, les autrices et les auteurs qui commencent, ont rarement, ils ont peut-être une formation littéraire, mais c'est pas tout à fait la même chose qu'une formation d'auteur. C'est des éléments complémentaires. Et du coup, c'est ne pas se fermer la porte. C'est-à-dire que spontanément, je suis jardinier, je fais pas de plantes, mais pour un certain type d'écriture, je suis allé chercher autre chose. Et c'est ça qui est important dans un deuxième temps. De la même façon que je dis, en fait, on ne devrait pas parler d'écrivain, mais de réécrivain, parce que le vrai travail d'une autrice ou d'un auteur professionnel, c'est savoir réécrire, savoir entendre des retours, savoir les prendre ou ne pas les prendre et se positionner par rapport avec ça et retoucher son texte en fonction. De la même façon, c'est savoir remettre en cause sa méthode de travail en fonction du travail qu'on aborde. Ça ne veut pas dire qu'il faut en changer à chaque fois, ça veut dire s'interroger, de se dire, tiens, peut-être que là je suis en difficulté, mais il y a peut-être d'autres outils que j'utilise jamais que je peux intégrer. C'est être à l'écoute. Ouais. C'est vraiment être à l'écoute, développer sa sensibilité et en fait s'ouvrir et finalement se laisser apprendre. En fait, c'est désapprendre pour réapprendre et tenter des choses. Et voilà, enfin, je trouve que là-dessus, oui, tu l'as très très bien résumé. Et justement, il faut rester ouvert et se dire, ah tiens, aussi par la lecture des autres. Moi, j'ai beaucoup appris en lisant tes livres. Je me suis dit, ah tiens, c'est vrai, il y a aussi cet aspect dont on va avoir l'occasion de reparler dans l'entretien. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment en prendre le contre-pied et se dire, ah tiens, et si j'essayais ça? Et finalement, sortir de sa zone de confort, en fait. Et je rebondis sur ce que tu dis, tu as soulevé quelque chose d'extrêmement important pour moi. Moi, quand on me demande c'est quoi un auteur ou une autrice professionnelle, c'est deux choses. C'est effectivement quelqu'un qui réécrit, donc cette capacité-là à retravailler son texte, et surtout, ça induit écouter, c'est-à-dire savoir avoir écouté des retours pour les prendre ou ne pas les prendre, mais avoir cette ouverture-là. Et en premier, être une lectrice ou un lecteur de tout ou n'importe quoi. Lisez du manga, lisez de la BD, le plus varié possible, le mieux c'est. De la poésie, de la littérature générale, de la romance, des prix Goncourt, du journal, de tout ce que vous voulez. C'est la formation initiale et continue d'un autrice et d'un auteur tout au long de sa vie. C'est essentiel. Et aujourd'hui, il est vrai, je pense qu'on ne peut pas se passer aussi d'aller voir ce que font les autres médias. Je suis par exemple très très fan de spectacles vivants et notamment de danse contemporaine qui d'une certaine manière peuvent induire, mais évidemment de cinéma, de séries. Aujourd'hui, on est baigné là-dedans. Complètement. Complètement. Et justement, la question qui me vient, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le pas et de te mettre à écrire? Je pense que c'est une forme d'orgueil, je pense. À un moment, j'étais un gros lecteur, et à un moment, je me dis quand même, il y a un peu des redondances ou des facilités. Et en bon lecteur du fond de son canapé, on se dit, ah, quand même, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais fait mieux. Hein, n'est-ce pas? Et c'est cet orgueil-là un petit peu qui est lié au départ. Et après, ça s'est transformé en fait, j'ai peut-être des choses à partager, tout simplement. Voilà, j'ai besoin de dire des choses. Je suis plutôt de l'oral, mais finalement, à l'écrit, je vais me retrouver là-dessus. Et du coup, voilà, c'est comment moi qui suis pas du tout dans le domaine de l'écriture, qui suis pas forcément à l'aise avec l'écriture, comment je peux communiquer aussi de la même façon qu'à l'oral. Et chose importante que je cite parfois assez souvent, moi, je suis dyslexique et je pense qu'avec le recul, c'était un peu aussi une revanche de se dire que on m'a dit que voilà, dyslexique c'est compliqué pour écrire, que ce sera pas facile. En fait, voilà, s'il y a des autrices et des auteurs en herbe, on peut être dyslexique et écrire, il n'y a pas de souci. En fait, justement, en revenant là-dessus, sur la question de la dyslexie, évidemment, dans le cadre scolaire, aujourd'hui, c'est une question qui se pose. Et la question aussi de l'accompagnement des élèves, de comment on leur
permet de mettre en place des aménagements pour leur permettre de réussir et de mettre en place aussi une différenciation, c'est-à-dire pour permettre vraiment à chacun d'avoir une activité en fait qui lui ressemble et qui permet à chacun de pouvoir assimiler les connaissances, mais avec des outils finalement qui lui conviennent. Et justement, c'est ce que je dis à mes élèves, c'est que si vous ne savez pas, tant mieux. Ça veut dire que le vide va appeler le plein, et ça veut dire justement, là, vous allez apprendre. Et aussi leur apprendre justement à se débloquer par rapport à la norme en disant, non, finalement, voilà, moi quand je leur dis, voilà, moi j'ai écrit 250 pages, c'est pour être faute. Même moi, même à mon niveau. Ouais. Donc, bien sûr, en fait, le secret, c'est la relecture. En fait, le secret, c'est qu'il y ait des personnes pour vous dire, là, tu vois, c'est là, il faut mettre un E, là, il faut rajouter un S. Moi, tu vois, comme ça, j'aurais pas trop formulé ça comme ça, mais plutôt comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Et à partir de là, aussi, ça les amène à prendre davantage confiance. Parce qu'il n'y a rien de pire, finalement, que de ne pas se lancer et de bloquer, en fait, et de se dire, de toute façon, autant ne pas le faire. Non, justement, il faut faire, refaire et encore refaire. Et c'est justement dans cette troisième phase dont tu parlais, de dire, oui, un livre, ça se réécrit. Beaucoup. Mais c'est essentiel ce que tu dis. C'est effectivement comment une technicité n'est pas une injonction à ne pas faire, en fait. La grammaire, voilà, sur la langue française, la question de la grammaire, elle est tellement clivante, problématique, qu'on en arrive à bloquer des gens. Or, on oublie un peu vite que même la langue française et globalement la création littéraire, ce n'est pas que de la grammaire. C'est un des éléments de l'artisanat de la création littéraire. Mais voilà, il y a un poids très lourd dessus, ce qui pose une problématique, c'est-à-dire effectivement de dire comment on désamorce ça en sachant que le poids peut être induit ou pas par l'éducation, mais même sociétale, autour de ne pas avoir une bonne grammaire ou une bonne orthographe peut être terrible, alors que c'est un élément partiel. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le travailler, qu'il ne faut pas essayer de réapprendre tout ça, mais ça ne doit pas être un point de blocage. Moi, c'est ce qui me choque en atelier, c'est la peur, en fait, de commencer à écrire parce qu'on a peur de faire des fautes. Et il faut qu'on écrive juste du premier coup. En fait, c'est une aberration. Oui, complètement. Voilà, c'est une aberration. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un travail, le fameux premier jet, et je m'en suis aussi rendu compte avec l'expérience de l'écrit, parce que en fait, si je n'ai pas publié avant le mois de juin dernier, c'est aussi parce que je me disais non, c'est pas assez bien. Ah oui, mais non. Et puis retravailler, ça va être dur. Et puis bon. Et en fait, non. Et en effet, je trouve que cette troisième phase de réécriture, c'est la phase la plus difficile parce qu'en effet, on ne nous l'a pas forcément apprise. On nous demande finalement une écriture très spontanée, de rendre une copie immédiatement et au final, voilà. Et peut-être que non, il faut laisser mûrir parce qu'au fond, l'échec est le meilleur des maîtres. Finalement. Le mot est bien choisi. En fait, on a le droit à l'échec, c'est-à-dire qu'on peut avoir raté quelque chose, ou même sur une réécriture, de ne pas réussir à tout réécrire comme il faut, parce que on est sur son premier roman, c'est son chemin de... Voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas encore faire, on acquérera, et des choses comme ça. Et la réécriture, elle est d'autant plus dure parce que, comme tu dis, comme tu le soulignes, c'est pas quelque chose de très intuitif, faute de temps ou faute d'habitude de le retravailler. Et il ne faut pas oublier aussi, je comprends aussi, c'est qu'il y a quelque chose, surtout autour d'un premier roman, de très personnel. Donc, avoir des retours par quelqu'un d'extérieur dont on a l'impression qu'il veut toucher intrinsèquement un travail personnel, c'est compliqué. Pourtant, c'est essentiel d'avoir cette écoute, de savoir que globalement, les gens, ils ne sont pas là pour lisser un propos. Donc voilà, ça je le dis globalement, l'éditeur, c'est vraiment... dans 95% des cas, quelqu'un qui vous accompagne, il a une pertinence professionnelle, il a une capacité à voir ce qui ne va pas de façon technique. S'il fait des remarques ou des retours, c'est vraiment pour vous aider et pour améliorer votre texte. Il a le même objectif
c'est communiquer le meilleur des textes possible auprès d'un lectorat. Donc, c'est pas quelqu'un qui est contre vous, c'est pas quelqu'un qui cherche à vous brimer ou à faire en sorte que vous soyez coupé. Et c'est vrai que c'est un peu la peur qu'ont plein de jeunes autrices et auteurs. Non, c'est vraiment comme normalement. de nombreux élèves, finalement. Je trouve aussi, D'accord. finalement, comme de nombreux élèves, en fait. C'est cette question de l'angoisse de dire que va dire l'enseignant? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, allez-y. Et puis ensuite, on dira. Et ensuite, on réajuste. Mais voilà, déjà, si on est d'accord sur ce plan, en tout cas, je trouve que cet échange est extrêmement intéressant là-dessus. Je voulais aussi aborder justement la question du pourquoi le choix du roman historique et aussi combien de temps ça te prend pour faire tout ce travail documentaire. Parce que là, je vais me pencher sur je suis fille de rage, sur la guerre de sécession, et notamment tu as mis en évidence des documents historiques. Donc en effet, c'est pareil, dans l'enseignement, le travail sur le document est essentiel. Et donc on a des documents historiques bruts qui sont là. Donc voilà, comment est-ce que tu organises tout ce travail documentaire? Combien de temps ça te prend? Alors, il y a une réponse en deux temps. Pourquoi l'historique? Je dis souvent en plaisantant, c'est parce que je suis feignant. J'explicite. C'est-à-dire que si j'écrivais de la fantaisie pure, il y a un travail préalable qui est la réflexion de la cohérence et de la création du monde et d'un univers. Je m'affranchis de ça pour décaler la problématique de travail sur une recherche sur le monde existant. Ce qui est la même quantité en fait de travail et qui n'est pas la même nature. D'un côté, on est vraiment sur une création ex nihilo. De l'autre, on est de l'appréhension de quelque chose d'existant pour en tirer un récit narratif. Donc, on est vraiment, c'est la différence que je peux faire, vraiment, je ne m'attarderai pas dessus, sur créateur pur, adaptateur. Je suis plus un adaptateur, en fait, basé sur l'existant qu'un créateur pur. Et sur la dimension d'historique, par exemple, comme Je suis fille de rage qui évoque, donc c'est vraiment un récit choral avec, je ne sais même pas combien de personnages, 15-20 personnages qui traversent toute la guerre civile américaine de bout en bout. J'ai travaillé 2 ans dessus, alors que j'étais à temps plein à côté. Voilà. Donc, ça donne un effet, je serais incapable de chiffrer le temps que j'ai mis. En sachant qu'effectivement, j'ai fait des ressources documentaires, que j'ai traduit des passages et des lettres qui n'existaient pas en français pour pouvoir les intégrer au texte. C'était extrêmement ambitieux. Alors, avec le recul, je saurais maintenant ce que ça me prend. J'irai peut-être à reculons. À l'inverse, aujourd'hui, où je suis à temps plein, par exemple, alors sans être aussi gros, qui est assez conséquent, Du roi, je serai l'assassin, j'ai mis 4 mois. Qui est le roman qui sort prochainement. Alors, en 2 mots, c'est un roman qui va se baser dans l'univers de mon premier roman, Brume de vent et de colère. On est 16e siècle à Grenade en Espagne, ça part d'ici, et on va suivre un morisque, donc un Maure qui a été converti de force au catholicisme et qui va vivre entre l'Inquisition qui surveille qu'il est bien converti correct et des histoires personnelles plutôt tragiques qu'on va voir grandir au début, en plus des guerres de religion qui apparaissent en France. Donc un récit entre Grenade en Espagne et Montpellier, l'université de médecine de Montpellier en France. Et ce texte-là, alors j'avais au préalable commandé beaucoup de ressources documentaires, donc il y a un petit travail avant. J'ai mis 4 mois, écriture incluse. Donc vraiment 4 mois. Donc ça reste maintenant un exercice relativement faisable parce que j'ai l'habitude, parce que c'est mon 4e ouvrage. Parce que justement, moi, ça va être le contraire. Pourtant, je suis historienne. Et du coup, je préfère en fait créer des mondes de toutes pièces en m'inspirant d'époques, parce que justement, je trouve que le travail documentaire demande beaucoup de temps. Alors c'est vrai que moi, j'ai déjà les mains dans le cambouis, puisque toute l'année, je retravaille cette chronologie et j'apprends toujours des éléments complémentaires finalement. Et avec Merveilleux Chimère, au moment, je me suis dit, bon, ce 19e siècle, j'ai envie d'en parler, c'est une période que j'aime beaucoup, mais mes personnages collent pas tout à fait
avec la période notamment, donc ce personnage principal qui est une mécanicienne qui s'impose dans un groupe de garçons. Et là, ça va te parler puisque une femme, moi, j'ai pas osé comme toi faire le pas de l'intégrer dans un autre 19e siècle. Donc j'ai choisi un autre 19e siècle avec d'autres codes finalement pour ne pas être comment dire entravé par cette période historique. Je pensais à Maupassant par exemple. Et du coup, quand j'ai lu tes romans, je me suis dit ah, intéressant, parce que justement tu as osé faire le pas en disant et si après tout dans notre période historique on intégrait une parité, par exemple avec des femmes comme je pense au personnage d'Axel de Royaume de vent et de colère, ou alors justement les soldates de Je suis fille de rage. Et c'est très intéressant ce que tu avances. Effectivement, la réflexion de se dire, et elle est nombreuse sur les autrices et les auteurs comme toi, qui se disent, on va twister un petit peu l'historique pour pas faire réellement l'historique, parce que ça me laisse plus de liberté. Et c'est très pertinent, parce que c'est vrai que du coup, au-delà de la simple représentation homme-femme, c'est vrai que du coup, j'imagine que si tu as besoin de faire glisser une date ou même de faire un petit anachronisme, voilà. Oui. Personne te peut tomber dessus parce que tu affiches ouvertement, tu cherches une liberté de création littéraire en mettant un patch, un patch entre guillemets plus léger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des recherches derrière, mais voilà, ça affranchit de pas mal de choses. Et c'est intéressant, effectivement, la dimension assez frontale que je prends dans tous mes ouvrages, c'est de dire j'ai un lectorat avec des hommes et des femmes et je laisse aucune lectrice, aucun lecteur derrière. Donc, il y aura autant de personnages masculins et féminins. Alors, j'ai beaucoup de références au cinéma, ce que j'appelle le temps à l'écran. Je vais faire en sorte qu'il soit le plus équilibré possible et surtout dans toutes les mêmes fonctions. C'est-à-dire, effectivement, si j'écris, je ne me contente pas d'avoir un chevalier et une princesse, mais j'ai bien des soldates et des soldats équivalents, des lieutenantes, des générales, et ainsi de suite. Par exemple, dans Je suis fille de rage. Certains, effectivement, c'est ça aussi qui est intéressant, ça renvoie des questions aux lecteurs et aux lectrices qui se disent « Ah, mais est-ce que c'est une uchronie? Est-ce que c'était vrai ?» Et c'est assez intéressant parce que moi, c'est presque une question sociétale. Oui, dans l'absolu, enfin plutôt non, ce n'est pas historique en termes de proportion. Mais déjà, il y a déjà eu des femmes qui se sont battues sur la guerre de sécession. Oui. Il y a eu dans les régiments des femmes, grimées ou pas, il faut le savoir. Dans la conquête de l'Ouest aussi, on peut... Complètement. Tout à fait. Et je ne vois pas pourquoi voilà, ça c'est une position politique. Je n'accepte pas que l'argument « Ah, mais c'est historique, on ne peut pas mettre des femmes en personnages principaux parce que la période, il n'y en avait pas », n'est pas un argument entendable pour moi pour ne pas mettre des personnages femmes au cœur du récit. Voilà, c'est clair, net, d'où cette parité forcée d'une certaine façon, mais au moins, je pense que dans ma volonté, c'est de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Et justement, moi, dans là, le roman d'Heroic Fantasy que je viens d'envoyer à ma maison d'édition, donc je croise les doigts. Voilà. Là, le parti pris, c'est un personnage principal, alors qui a l'air plutôt de se faire voler la vedette, mais nous verrons. Et bien justement, c'est un garçon. Et en fait, je me suis remémorée, je me suis dit, mais pourquoi t'as pris un garçon ? Mais c'est parce que moi, en tant que femme, je me suis dit, quand j'ai créé ce personnage, et ça ferait quoi si j'étais, en se mettant dans le corps d'un garçon, ça fait quoi ? Et en fait, c'était plus cette expérience-là que j'avais envie d'appréhender. Et c'est comme ça qu'il est né, en fait. J'y ai repensé par la suite. Donc, voilà, pour prendre se dire, et qu'est-ce que... Voilà. Parce que c'est vrai qu'au fond, moi, écrire des personnages féminins, je m'y sens plus à l'aise, puisque je suis un peu dans ce corps-là. Donc, voilà. Et donc, j'avais voulu prendre ce contre-pied, de me dire, et après tout, dans le corps d'un homme, qu'est-ce que ça peut faire ? Donc... Moi, je me demande aussi s'il n'y a pas un effet, alors pour ma part, un effet de similitude, c'est-à-dire très spontanément, moi j'écris un personnage masculin, mais pas forcément parce que je suis un homme. Moi, j'interroge le fait qu'on a eu quand même des années et des années et des années de littérature où les personnages principaux étaient des hommes. Donc ça induit, même involontairement, le dire, ouais, le héros c'est un homme. Je caricature, je pense qu'il y a ce schéma-là qu'on répète spontanément, sans malice, mais c'est très ancré quand même. C'est très, très ancré. Oui, bien sûr.
ce premier réflexe, il existe vraiment. Et c'est pour ça aussi que des récits comme Boudica, là, on est sur un autre type de démarche qui est vraiment de se dire, c'est une personnalité féminine historique, alors qui était méconnue de moi déjà. Et c'est vrai que sur la littérature, je ne l'ai pas rencontré beaucoup. Il y avait une tétralogie de Manda Scott, une anglaise justement qui est très connue. Au-delà de ça, il n'y a pas vraiment grand-chose. Alors qu'elle a, voilà, pour faire très court encore, on est au 1er siècle sur l'île de Bretagne. Les Romains arrivent à conquérir l'île. Elle est célèbre, Boudica, pour avoir mené une résistance, une révolte qui était passée à pas loin de les mettre dehors. Elle est rentrée dans l'histoire romaine. Elle a rasé Londres. Oui. Incendier la ville de Londres, ça a été une forme de résistance auquel les Romains ne s'attendaient pas. Alors Jules César, même si lui, il avait tenté la conquête des îles britanniques, enfin de l'île britannique, au moment de la conquête de la Gaule, mais c'est vrai que jusque-là, ils n'avaient pas réitéré. Ils se sont dit, bon, mais en général, conquérir l'Angleterre, beaucoup s'y sont cassés les dents, hein. Napoléon, d'ailleurs, pensait faire un petit débarquement qui n'a pas marché. Et pour la Seconde Guerre mondiale, ils ont tenté aussi. Mais oui, voilà. Et Boudica, moi, je la connaissais de par mes études. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas forcément abordée en histoire romaine non plus auprès des programmes scolaires. Et c'est vrai que là-dessus, il y a vraiment un travail à faire pour pouvoir remettre pouvoir mettre en fait dans l'histoire des personnages féminins. Et je citerai l'exemple de La femme dans la préhistoire, qui fait finalement cette idée que on est en train de faire des recherches aujourd'hui et de se dire, finalement, nous n'avons aucune preuve de qui taillait ses pierres, de qui faisait ses peintures, de qui allait chasser, et probablement que, bien entendu, il y avait des femmes chasseresses, il y avait des femmes qui pêchaient, parce que il fallait bien subvenir aux besoins de la communauté, ou pareil, même au niveau de la contraception, qui finalement étaient des groupes d'une quinzaine de personnes, et ces femmes n'avaient pas tant d'enfants que ça, puisqu'ils étaient nomades. Donc, il y a eu pas mal d'études, justement, là-dessus, récentes, qui remettent en fait les femmes dans l'histoire. Et Le Goff, Jacques Le Goff, qui est un médiéviste, un des grands médiévistes qui nous a quittés là, il y a quelques années, avait fait justement les femmes au Moyen-Âge et avait constaté que les sources étaient principalement des sources ecclésiastiques. Donc, sinon, ce n'est pas des femmes qui écrivaient leur histoire. C'est extrêmement intéressant les 3 points que tu soulèves. La question de qui écrit l'histoire et pour qui elle est écrite, qui pose la question de pourquoi il y a si peu de personnalités féminines dans les livres d'histoire, encore aujourd'hui. La deuxième, c'est un élément extrêmement important. L'histoire n'est pas figée. L'histoire, c'est une science qui est on ne peut plus vivante, même sur des périodes très connues, au fur et à mesure des éléments qu'on ramène. Et dernier point que tu soulèves, sur lequel je vais juste donner un mot, tu parlais du temps, effectivement, qui était très long sur la recherche documentaire historique. C'est que là, on va avoir, notamment dans mes romans, il y a 2 niveaux. Il y a la recherche historique, comme Je suis fille de rage ou M devant une colère, qui s'inscrit dans des périodes historiques documentées. Mais quand on bascule sur Boudica ou sur les derniers jours de bouteille, le prochain raclette, des Chevaliers de la Raclette qui se passe, qui est Annecy au temps des Romains, et on touche à l'archéologie, ce qui n'est pas la même chose, et ce qui nécessite des travails du point de vue de l'auteur et de l'autrice très différents. C'est-à-dire, autant pour moi, manipuler de la ressource documentaire, même très dense, j'arrive relativement bien, traiter des sources archéologiques qui sont partielles, où globalement la vulgarisation est moins pratiquée chez les archéologues que chez les historiens et les historiennes, c'est un autre challenge. Et c'est pour ça, par exemple, cas concret, sur Les derniers jours de bouteille, donc, qui est un roman très court, c'est un roman jeunesse de 120 pages, qui nous replonge au deuxième siècle, dans une ville gallo-romaine, Annecy gallo-romaine. J'ai galéré et je me suis fait aider de l'archéologue et de la chargée de mission du château-musée d'Annecy, qui m'a dû me réexpliquer visuellement ce que c'était, qui a dû me casser effectivement quelques
quelques imageries que j'avais qui étaient fausses, Mhm. pour me faire préciser des choses que moi, j'arrivais pas à appréhender avec juste les documents archéologiques, parce que c'est dur à lire. Donc ça aussi, c'est intéressant de dire, à un moment, on est sur deux sciences. On est Oui. sur de l'archéo, on est sur l'histoire, et les deux, c'est vraiment pas le même rapport qu'on en a en tant Non. qu'auteur. Enfin, pour l'expérience que j'en ai. Oui, oui. Oui, oui, c'est vraiment deux choses qui se combinent parce qu'en fait, l'histoire, c'est avant tout une culture de l'écrit. On va confronter des écrits. Tandis que l'archéologie, ce sont des objets et donc il va falloir trouver le moyen de les faire parler. Donc de croiser les sources, aller chercher des ressemblances, d'aussi avoir des références dans l'histoire de l'art. Enfin, et c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe à aborder, c'est beaucoup plus délicat. Et en même temps, l'archéologie, a cette dimension fascinante d'aborder le terrain, c'est-à-dire on sort des bibliothèques. On sort des bibliothèques, on appréhende le terrain, et puis surtout, et là c'est la géographe peut-être qui va parler, le paysage, la notion de paysage, de lecture d'un paysage, de lecture d'une forêt, d'un champ, où c'est vraiment un autre rapport, et je trouve que pour les auteurs que nous sommes, ça se combine énormément, quoi. Enfin, c'est parce que nous aussi on le fait. On a l'archéologie de nos univers en se disant voilà, on arrive comme ça sur les lieux mentalement bien sûr, mais en se disant qu'est-ce que tu vois. Moi c'est comme ça que j'écris. Je me dis qu'est-ce que tu Ah vois. ouais. On est où là? Ah, on a telle colline. Ben ça peut nous raconter telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Et du coup ça permet de questionner en fait nos univers aussi différemment. Mais parfaitement. Et puis c'est drôle parce que c'est deux constructions différentes. Quand on a l'écrit, on peut avoir le détail, par exemple, d'un bâtiment Oui. ou d'une rue ou de quelque chose. Quand on a que des morceaux parcellaires d'une période qu'on ne connaît pas, réimaginer l'objet, le lieu, la village en 3D, c'est un exercice compliqué. Et c'est là où effectivement le travail est peut-être plus complexe pour moi, c'est-à-dire qu'il faut que je réimagine en 3D des choses sur lesquelles je n'ai que des objets et des éléments parcellaires et sur lesquels je me trompe plus. C'est pour ça que j'ai besoin de plus de vérification, parce que qu'est-ce qui est projeté dessus? C'est une imagerie qui est souvent, pour moi encore, qui est souvent fausse. Voilà, l'image d'Épinal qu'on peut avoir un peu Bien sûr, oui. Voilà. Donc ça, Sans référence aux imaginales, parce qu'on pense à Épinal. Par exemple, pour moi, c'est très facile, enfin, c'est beaucoup plus facile pour moi, dans du roi Je suis l'assassin, qui se passe à deux endroits, Grenade et Montpellier. Donc, sur l'aspect Grenade, il y a toute une recherche documentaire, notamment liée à des ressources ecclésiastiques, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, mais pas que, à des travaux documentaires étalés de différents historiens, ce qui explique qu'il y a différentes lectures de l'histoire d'une période qui est très complexe, l'après-Reconquista, comment ça s'est passé, ainsi de suite. Mais par contre, pour la partie montpelliéraine, il m'est arrivé quelque chose qui n'arrive jamais. C'est-à-dire, je me dis, oh là là, mais à quoi se ressemble Montpellier en 1560, un an avant les guerres de religion? Et là, il existe, en plus dans le milieu de l'école de médecine, il existe un journal qui fait référence d'un étudiant de médecine qui a écrit ses 3 années médicales juste sur ces années-là, juste avant là. Ah bah ça n'arrive jamais. Et vous avez les visuels, les anecdotes, les lions. Et cerise sur le gâteau, alors c'était un vieux François, donc ça a été à un moment traduit réadapté en français. Le traducteur a fait des notes et des recherches de précision historique dessus. Et il y a une vingtaine d'années, un historien de Montpellier a tout repris et a complété ou corrigé les notes du traducteur et a redonné des éléments. C'est-à-dire que vous avez un document d'époque écrit qui donne le visuel avec les anecdotes validées, retraduit, remis à jour. Ça n'arrive jamais. Mais alors, je vous jure que sur ce passage-là, j'essaie de le réexploiter au maximum. Vous y êtes dans Montpellier avec des anecdotes et je suis sûr, et c'est pour ça que j'en mets quelques mots à la fin, que les gens vont me dire « Ah non, mais là, tu t'es lâché, c'était pas ça. » C'est exactement ce qui lui arrive. Quand il a besoin d'argent et qu'il a besoin de trouver rapidement de quoi financer ses études, et que bien sûr, il va aller déterrer des cadavres dans les cimetières d'à côté pour les revendre à l'école de médecine, c'est toute une aventure. On ne peut plus vivant, on ne peut plus juste avec des détails enfin bref. Et là, voilà, ça, c'est la grande force.
alors c'est pas aussi précis que ça, mais c'est pour moi la grande force de travailler sur une période historique écrite, c'est qu'avec des sources, on arrive à abonder des anecdotes qui sont certes des éléments rationnels historiques, mais aussi des anecdotes plus personnelles. Ce qui est vrai qui est très compliqué sur la partie archéologique, parce que même si on arrive à reconstituer l'univers d'un point de vue scientifique, visuel, eh ben, on a quand même peu de ressenti historique, quoi, personnel. Moi, justement, ça me faisait penser à la préface de Le nom de la rose d'Umberto Eco, où il raconte justement qu'il découvre un manuscrit et qu'en plus ce manuscrit, il le perd. Enfin, il perd la traduction de ce manuscrit et il a pu faire, lui, une traduction très très rapide. Et en fait, la construction du livre Le nom de la rose, c'est une espèce de course à la reconstitution de cette traduction de manuscrit perdu. Et voilà, ça me fait vraiment penser à ça, ce que tu me racontes. Et des fois, c'est vrai que c'est des rencontres avec les textes qui sont assez étonnantes. On se dit, mais voilà. Et c'est formidable ce qui t'est arrivé par rapport à ce texte-là. Et c'est précieux, c'est un véritable trésor. Et comme quoi, voilà, ça, être ouvert et disponible pour pouvoir accueillir ça, quoi. Voilà. Moi, je le souhaite si quelqu'un a des velléités d'écrire sur l'histoire, qu'un jour ça leur arrive. C'est-à-dire la complexité qu'on a régulièrement quand on écrit dans l'historique, c'est de se dire ah là là, mais ça ressemblait à quoi les vêtements, les costumes, cette rue-là, elle ressemblait à quoi? C'est une réelle complexité importante si on veut donner une crédibilité, une force à son récit auprès de la lectrice et du lecteur. Et quand tout d'un coup, vous avez ces éléments-là qui sont mis en exergue, c'est du pain béni. En plus, parce qu'ils sont corrigés. Parce que, chose drôle, c'est que le journal, il se plante. Il y a des moments où il se plante. Il n'écrit pas la bonne chose ou il n'utilise pas le bon mot. Donc, c'est drôle que ce soit corrigé derrière par un historien 4 siècles plus tard. Donc, c'est assez passionnant. Comme disait Jean-Jacques Rousseau dans ses Confessions, au tout début, je vous dirai toute la vérité, absolument, absolument ce que j'ai vécu réellement. Mais quel menteur, c'est faux, évidemment, il ne peut pas. Même Jean-Jacques Rousseau. Et du coup, je voulais en venir justement à l'introduction du fantastique et de la fantasy dans tes œuvres. Donc, pourquoi ce choix? Pourquoi choisis-tu d'intégrer un petit peu de fantastique, notamment la magie, par exemple, je pense à Royaume de vent et de colère, ou alors ce personnage en fait de la mort, ce fantôme qui vient visiter Lincoln dans Je suis fille de rage. Pourquoi ce choix? Au départ, quand j'écris Royaume de vent et de colère, je sais que je veux me positionner dans le secteur de l'imaginaire et de la fantaisie. Parce qu'à ce moment-là, j'en lis pas mal. Et voilà, c'est un acte revendiqué comme ça. Et du coup, en fait, j'ai presque un récit historique. C'est pour ça que je dis souvent, je fais moins de la fantaisie historique que de l'historique fantaisie. C'est-à-dire vraiment, je me considère comme un romancier historique. J'ai la même démarche. Et j'ai intégré une part de fantastique dedans. Effectivement, l'arbon, donc c'est cette espèce d'alchimie qui marche dans Royaume de vent et de colère, qui est vraiment très succincte parce que je ne triche pas avec l'histoire, les dates sont exactes, oui. Ça ne change pas les éléments, mais il y a une alchimie qui peut marcher avec une forme de magie. Et c'est un rapport très intime aussi avec tes personnages qui le vivent. C'est très intime en eux en fait, et presque c'est comme c'est secret. Ça influe pas en fait sur le... Bon, je spoil rien de la fin. Mais en tout cas, ça a priori, n'influe pas sur la vie quotidienne des autres. Donc c'est quelque chose de très intime en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce que finalement, peut-être que cette magie, elle reste très intime. De la même façon que Je suis fille d'orage, mon roman sur la guerre de sécession américaine, qui est un roman la plus fantastique, il y a plein de lecteurs d'imaginaire qui m'ont dit mais en fait ça aurait dû être de la littérature générale. Ce qui est drôle, parce qu'il y a quand même le personnage de la mort qui traverse le roman, on est ouvertement dans le fantastique, mais globalement, ce que ça induit, c'est assez intéressant. C'est pas le premier texte, enfin, je parle pas que de moi, mais globalement, le fantastique, il est la part ambiguë de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on a tendance à le rattacher, à la littérature générale. Donc c'est vrai que c'est... Et quand je mets la mort dans Je suis fille de rage, c'est évidemment pour faire parler Lincoln et pour amener ce questionnement intérieur de Lincoln, parce que la mort, qu'est-ce qu'elle fait? Le fait d'être là, hormis le fait de le confronter à ses actes, c'est-à-dire il y aura quand même 600 000 morts à la fin des 4 années, voilà, c'est-à-dire que l'implication que ça, c'est pourquoi on le fait, pourquoi ces décisions,
est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce qu'il faut vraiment les prendre? Et c'est toute la réflexion de Lincoln, qui au début n'est pas d'ailleurs une position liée absolument à l'abolition de l'esclavage, hein, c'est très secondaire, il le dit lui-même. Et petit à petit, il va se mettre effectivement à se dire, en fait, c'est peut-être plus compliqué que ça, et que il y a peut-être un autre combat à mener. Et peut-être, et par rapport à sa fin à lui, hein, puisque Lincoln est un des présidents des États-Unis assassinés. Oui, tout à fait. Donc ce personnage, en fait, se justifie. Et l'apparition aussi du fantôme, moi, ça m'a fait penser à Shakespeare. Je pensais à Macbeth. Et je pensais aussi à Hamlet, hein, avec le fantôme du père qui arrive en lui disant, voilà, maintenant, c'est à toi de me venger. Où on le retrouve aussi avec Don Juan de Molière sous la forme du commandeur. Donc pour moi, ça se justifiait bien. Et en fait, oui, ce Lincoln, évidemment, au vu des décisions qui sont prises, il est forcément hanté. Donc après, le personnage se matérialise ou pas, mais finalement, dans sa tête, ça pouvait tout à fait être aussi une image mentale. Donc ça se justifie très bien, je trouve. Voilà, puis qu'elle soit là, on se dit, ah, elle est réelle, elle est pas réelle, ah bon, la mort existe vraiment. Enfin voilà, parce que pour nous, êtres humains, évidemment qu'elle existe, bien sûr, mais nous, humains, elle est inconcevable. On met du temps à le... Donc je trouve ça intéressant, l'émergence du fantôme. Et j'avoue, dans Merveilleuse Chimère, je l'ai utilisé aussi, le fantôme. Parce que voilà, le surnaturel va faire bouger les choses. Voilà. Et je trouvais ça très intéressant que Lincoln soit confronté à la mort, à sa mort, aux morts des autres. Parce que oui, quand on prend une décision politique comme celle-là, ça a des conséquences et ça a un poids, quoi. Donc, c'est extrêmement intéressant et pertinent quand tu appelles à Shakespeare. Globalement, toute mon écriture est traversée par mon expérience de théâtre et je ne l'ai pas quittée. C'est-à-dire sur certaines scènes, et notamment la scène entre Lincoln et la mort, par exemple, dont Je suis fille de rage, on est sur une scène de théâtre, même sur la typique des dialogues. Les monologues de Silas dans Royaume de vent et de colère, qui est le héros de mon prochain, oui. C'est un monologue de théâtre, à tel point que ça suinte dans tous mes textes. C'est-à-dire que il n'y a pas de Shakespeare dans Je suis fille de rage, mais il y a des citations de John Ford, qui a écrit, qui est un des contemporains de Shakespeare, qui a écrit Dommage que je sois une putain, qui est un Roméo et Juliette incestueux. Donc en fait, la notion de théâtre élisabétain notamment, et de théâtre globalement, elle est présente là-dessus. Et un petit peu de la poésie aussi, voilà. Et justement, en lisant Royaume de vent et de colère, à la lecture, ce choix du personnage, de l'utilisation du jeu, l'utilisation du présent, cette hyper immersion et donc le point de vue interne, et surtout et l'unité de lieu, finalement l'auberge, l'unité de temps aussi, 24 heures. Je me dis, nous sommes dans le théâtre. C'est ce fameux théâtre classique. Et à la fin, justement, ils vont sortir du décor. Et ça, j'ai trouvé... Et je me suis dit, qu'est-ce que ce serait chouette en pièce de théâtre. J'avais presque envie de me dire, ça vaudrait la peine en pièce de théâtre. Et je me suis dit, on dirait du théâtre, tiens. Mais bravo, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. C'était de se dire, est-ce que l'écriture théâtrale ne peut pas montrer l'écriture romanesque de façon immédiate? Et c'est le choix du jeu, du présent. Pas d'indication à la fin des phrases. Il n'y a jamais de dit-il ou pense-t-il. Oui, j'ai remarqué. C'est la phrase brute, comme un dialogue. Comme un dialogue. Oui. C'est revendiqué. Il n'y a que dans mon jeunesse, pour d'autres raisons, je le fais apparaître, mais dans mes romans adultes, on est vraiment sur une intention brute, une adresse brute, pour rendre cette oralité très théâtrale. Et évidemment, que ce soit Je suis fille de rage, qui est enfermé dans ce bureau, Lincoln et la mort, on est vraiment sur une scène de théâtre, de la même façon que dans Royaume de vent et de colère, on est dans cette auberge où tous les personnages se croisent et quand ils en sortent, vont rencontrer leur destin. Voilà. Oui. Ouais. Donc oui, moi, ça m'a vraiment fait penser à cet éclatement. Et du coup, un peu comme dans Cyrano de Bergerac, où on éclate complètement ce théâtre et où on va suivre les personnages en fait ailleurs pour justement qu'ils accomplissent leur destin. Et voilà. Et donc c'est vrai que c'est un roman qui m'a bien marqué, qui m'a beaucoup plu. Alors je sais que moi j'écris au passé,
ce fameux passé simple et puis imparfait, et avec ces fameuses petites dit-il. Et là, je me suis questionnée, je me dis, mais enfin. Et finalement, Merveilleux Chimère reste un livre de la fin du 19e siècle. Donc, ben oui, bien sûr qu'il va être écrit comme la fin du 19e siècle. Ça se justifiait, enfin voilà. Et je me suis on a d'autres, finalement, la forme, le choix de la forme est vraiment multiple et il faut se sentir libre, en fait, de pouvoir utiliser telle ou telle forme, quoi. En tout cas, c'était une belle rencontre. Voilà. Et du coup, ton prochain roman, il va sortir quand? Donc, Du roi, je suis l'assassin. Il sort, alors de mémoire, il sort le 16 avril aux éditions ActuSF et donc il sera dans toutes les librairies disponibles. Donc, on l'a déjà un peu évoqué. Donc, on est vraiment sur de la naissance à la mort d'un des personnages très secondaires, en fait, mais qui a été très apprécié des lecteurs et des lectrices de Royaume devant une colère. Donc, Silas. Ouais, très bien. Il va naître Sinan, voilà, dans cette grenade rongée par l'Inquisition, surveillée par l'Inquisition, catholique de force, dans un contexte familial compliqué, qui va arriver en France à l'aube des guerres de religion. Voilà. Donc, comment on trouve son identité, sa croyance, sa foi, et comment on émerge dans ce contexte de vie-là. Voilà. Très bien. Alors, nous avons une question qui nous vient je vais dire un auditeur, allons-y. Voilà, et qui te demande, et je pense que ce sera le mot de la fin, qui te demande finalement quelle différence tu fais entre heroic fantasy et science-fiction. Alors, moi, j'y mets vraiment la dimension, médiévale ou pas. Moi, vraiment, l'heroic fantasy, la fantasy globalement, j'y mets cet imaginaire, alors qu'on peut y tirer, qu'on peut jouer, mais globalement qui relie au Moyen-Âge, à la version médiévale de l'histoire, dans lequel on a introduit des éléments imaginaires. La science-fiction, on est vraiment tourné vers le futur. Donc, d'un côté, on est plutôt tourné vers un regard historique vers le passé. On est sur une anticipation de l'autre côté, c'est-à-dire on projette ce que sera le futur, notamment, mais pas que, à travers la société, des avancées technologiques. Et on émet une hypothèse. On fait une variation de l'histoire d'un côté, on fait une hypothèse sur le futur de l'autre. Voilà, pour faire très court. D'accord. Écoute, je te remercie. Je trouve que c'est une réponse vraiment très complète. Et c'est vrai que voilà, on joue finalement encore sur les périodes historiques, en fait. Donc, finalement, peut-être que le steampunk, en fait, c'est la science-fiction ou l'heroic fantasy du 19e siècle. Peut-être. Oui, oui. Ce sera le débat de la prochaine table ronde. Ce sera le débat de la prochaine table ronde. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Il y a une deuxième question que j'ai. Oui, vas-y. Alors, il y a une deuxième question. Alors, on avait une deuxième question de Marilyn qui nous demandait qui dessine les couvertures de vos livres. Ah oui. Hop. Alors, il y a eu. Alors, si la question est sur les éditions en dur, ces magnifiques éditions collector comme ça, oui. C'est un duo. Donc, la création artistique se fait par Eric Holstein, qui est un des directeurs artistiques des éditions ActuSF, avec la création graphique de l'objet et du dessin à l'intérieur de chaque pastille, chaque médaillon, par Amo. Voilà, c'est le nom de l'illustrateur. Et pour ma série jeunesse, c'est Cindy Canevet, donc voilà, sur les cheveux de la raclette. Et enfin, pour le prochain à sortir, dont on voit la couverture sur l'affiche derrière toi, c'est le nouveau directeur artistique des éditions ActuSF, c'est Zariel. Voilà, magnifique dague, une pomme. Ça parlera aux auteurs, à mes anciens lecteurs. Voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir achever là. Merci beaucoup. En tout cas, moi, c'était une grande première. Et merci encore à celles qui nous ont écoutés. Vraiment, merci à toi et à tous ceux qui ont fait en sorte que ça puisse arriver. Oui, que ça puisse être possible. Merci beaucoup aux médiathèques de Quimper pour avoir rendu cet entretien possible. Enfin, en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses et je pense que ceux qui nous ont écoutés aussi, et aussi bien sûr
voilà, sur l'écriture, la littérature, l'histoire. Voilà. Un grand merci et à une autre fois, puisqu'on est loin d'avoir époulé le sujet. Avec plaisir, à très bientôt. Au revoir à Oui, toutes et à à tous. très bientôt. Au revoir.